Bonjour, ici Benoît de la librairie Monet pour vous parler des incontournables de l'été et de ce début d'automne, de la rentrée. Je vais commencer tout de suite avec donc des livres qui sont parus au tout début de l'été, dont j'aurais pas eu évidemment l'occasion de vous parler et qui me semblent importants de souligner. Ce sont deux parutions de Aaron Appelfeld, le grand écrivain israélien qui est décédé il y a quelques années, en 2018. Et on n'avait pas eu encore son ultime roman, La Stupeur, aux éditions de l'Olivier, traduit par la romancière Valérie Zanetti. Et un deuxième livre aussi dont je vous parle tout de suite après. Donc cet ultime roman raconte l'histoire d'Irina, ça se passe en Ukraine en 1942, en pleine Deuxième Guerre. Et dans son village, un matin, elle voit l'épicier qui habite juste à côté, ses voisins qui sont épiciers. Les deux sont alignés contre l'épicerie, sont arrêtés par le policier de la ville qui travaille évidemment pour l'occupant nazi. Et les deux vont finir dans une fosse quelques jours plus tard qu'ils vont avoir creusé eux-mêmes. Et Irina va à ce moment-là s'enfuir, commencer un long périple vers la maison de sa tante qui vit tout à fait isolée dans les montagnes. Et ça va être le roman, enfin, d'une tentative de rédemption. Irina, par des flashbacks, on va en apprendre plus sur sa vie de jeune fille, son mariage avec un homme extrêmement violent, qu'elle fuit donc également dans cette tentative de rejoindre sa tante. Et tout au long du roman va commencer à surgir cette culpabilité, c'est-à-dire que Irina va se reprocher de n'être pas intervenue auprès du constable, du policier, auprès de ses voisins. Mais surtout, elle va se rendre compte que ses voisins, qu'elle enviait un peu, des Juifs, elle va se rendre compte qu'elle a été contaminée par l'antisémitisme ordinaire de ses parents et que dans les jours qui ont suivi l'exécution, ses sentiments à elle ne sont pas peut-être tout à fait clairs non plus là-dessus. Donc, de la part d'Appelfeld, donc juif qui à 10 ans a perdu père et mère dans la même région où se passe la stupeur, et qui va donc perdre et va errer avec d'autres adolescents pendant 4 ans jusqu'à rejoindre Israël en 1946. Il sera amnésique, aura même perdu sa langue et va arriver en Israël, se reconstruire tranquillement. Et il raconte un peu tout ça. Il raconte ça évidemment dans Histoire de ma vie, qui est peut-être son livre le plus connu, son autobiographie, qui est tout juste republiée aussi par les éditions de l'Olivier en format poche. Mais dans L'héritage nu, un tout petit livre qui regroupe 3 textes que Appelfeld a présentés dans des universités américaines. Il revenait sur son parcours, évidemment, mais tout ça à l'aune de l'idée de la reconstitution de l'identité. Il parlait, lui, il ne parlait pas hébreu, évidemment, c'est une langue qu'il a apprise arrivé en Israël. Et donc, en 4e de couverture, je pense que le sujet du livre est bien résumé. Comment fait-on pour jeter un pont sur l'abîme qui sépare le désir d'assimilation et l'intense nostalgie des racines? Donc, on voit tout de suite que dans toutes les thématiques identitaires, qu'est-ce que c'est être en fait, quelle que soit l'identité qu'on souhaite avoir, qu'est-ce que c'est avoir des racines, finalement? Et Appelfeld, donc, aborde ce sujet dans cet ultime essai, L'héritage nu, aux éditions de l'Olivier. On a reçu, enfin, parce que beaucoup de gens l'attendaient, le nouveau roman de Anthony Doerr, qui nous avait donné son précédent roman qui avait été qui a été un des grands succès de librairie de ces dernières années, qui était Toute la lumière que nous ne pouvons voir, que nous ne pouvons pas voir. Cette fois-ci, il fait un genre de saga, clairement. C'est un roman difficilement classable en 3 temps. Tout d'abord, une partie du roman qui va se passer à Constantinople au XVIe siècle, qui met en scène une jeune tisseuse à l'intérieur des murs de la ville qui est assiégée par les Ottomans, et il y a un jeune guerrier qui est à l'extérieur des murs qui attend de prendre la ville d'assaut. Donc, ce sont ces 2 premiers personnages, et puis il y a une partie du roman qui se passe de nos jours, en Idaho, avec un vétéran de la guerre de Corée, qui fait des traductions du grec ancien,
Et son fils, lui, est membre d'une cellule éco-terroriste. Et la troisième partie du roman se passe au 22e siècle, à bord d'un vaisseau spatial, un vaisseau qui part vers une étoile, et à l'intérieur duquel il y a une jeune fille qui est donc partie dans cette quête. Et ce que tous ces personnages ont en commun, c'est qu'ils vont tous entrer en contact avec un codex, c'est-à-dire un manuscrit du 2e siècle qui aurait été écrit par Diogène et qui s'intitule « La cité des nuages et des oiseaux ». Et ce texte, donc, a été inventé par Anthony Doerr. C'est un texte dont on sait qu'il a existé, mais dont on n'a jamais retrouvé d'exemplaires, de copies. Donc, Anthony Doerr s'est fait le plaisir de d'écrire ce texte, d'inventer ce roman dans le roman, qui va donc avoir une influence profonde sur le destin des personnages dans les 3 histoires différentes. Et la critique est vraiment tout à fait unanime. On dit qu'il y a une grande virtuosité dans la façon qu'Anthony Doerr a de tisser, justement, avec son personnage de tisseuse, de tisser les fils de son histoire très, très finement. Donc, chez Albin Michel, Anthony Doerr, La cité des nuages et des oiseaux. Toujours chez Albin Michel, la nouveauté, le nouveau roman de Victoria Mass, qui nous avait donné Le bal des folles il y a quelques années, adapté au cinéma, je pense, l'an dernier, si je me souviens bien. Un roman qui se passe sur une toute petite île au large du Finistère. Donc, on est de retour au 19e siècle. Quoique le roman commence au 19e siècle, mais toute la suite, après l'introduction, n'est pas véritablement datée. Ça pourrait se passer de nos jours, comme ça peut se passer au 19e siècle. Et c'est un adolescent qui a une vision mariale, quoiqu'il ne dit pas ce qu'il voit dans ses visions, mais très rapidement va se répandre la rumeur comme quoi le jeune homme a des apparitions de la Vierge Marie. Donc, sur cette petite île, ce à quoi s'attarde Victoria Mass, ça n'est pas tellement ce qu'il y a de spécifique à ce phénomène de vision religieuse, c'est plus l'effet sur aussi bien les croyants que les non-croyants, sur quel effet cet événement tout à fait particulier produit sur les citoyens. Et puis, si on se souvient du thème du bal des folles, on voit bien que Victoria Mass continue de tisser, elle aussi, ou de creuser son sillon plutôt, puisque lorsqu'on parle de folie, de quoi parle-t-on selon les périodes concernées? On est au 19e siècle, une apparition de la Vierge, c'est quelque chose qui fait accourir les croyants. De nos jours, comment on verrait la chose? Donc, c'est le thème du nouveau roman de Victoria Mass, Un miracle, chez Albin Michel. Le nouveau roman de Miguel Bonnefoy, chez Rivage, L'Inventeur. Ces 2 précédents romans avaient eu des accueils vraiment très, très favorables, notamment l'avant-dernier, Héritage, qui vient tout juste de paraître en poche, qui avait concouru il y a 2 ans, je me souviens bien, au prix d'automne, donc Femina, Médicis, etc. Cette fois-ci, Bonnefoy nous raconte l'histoire d'Augustin Mouchot, totalement oublié de nos jours, mais qui est un des premiers à avoir exploré les possibilités de l'énergie solaire. Il avait créé, inventé un genre pas d'antenne, mais comment dire, de panneaux qui captaient l'énergie du soleil. Malheureusement pour lui, son invention n'a pas pris parce que, en partie, le lobby du charbon à l'époque avait tout fait, évidemment, pour que son invention ne puisse pas avancer au-delà de sa présentation à l'Exposition universelle de Paris en 1878. Il y avait évidemment eu des réactions, mais dès qu'on a vu le danger que cela pouvait poser à l'énergie, à l'industrie du charbon, évidemment, le pauvre n'a jamais pu pousser plus loin son invention. Il a eu un parcours tout à fait étonnant, s'est promené un peu partout, notamment en Italie, et Miguel Bonnefoy se sert de l'histoire de cet homme pour nous faire aussi le portrait de l'époque et de plusieurs des personnages qu'il va croiser, notamment Napoléon III et les grands hommes de l'époque de la fin du XXe siècle. Donc, le nouveau roman de Miguel Bonnefoy, L'Inventeur, chez Rivage.
On reste dans une thématique un peu et totalement environnementale avec le nouveau roman d'Isabelle Autissier, Le naufrage de Venise, aux éditions Stock. Isabelle Autissier, dans son... Vous savez, on a souvent vu ces dernières années des reportages à la télé, dans les journaux, sur Venise et quand Venise sombrera-t-elle pour de bon, parce qu'on annonce cette catastrophe depuis tellement longtemps. Et là, avec les événements météorologiques qu'on a vus cet été en Europe, on voit bien que on nous dit que ça n'est plus tellement pour 2050 ou la fin même de ce siècle qu'on verra vraiment le 1,5 d'augmentation de la chaleur se produire. Les phénomènes d'aqua alta à Venise sont de plus en plus accentués. Il y avait bien sûr le surtourisme. Donc, Isabelle Autissier enrobe tous ces sujets à travers la famille, une famille vénitienne, donc le père qui a fait fortune dans le développement immobilier en louant les palazzos à des touristes, évidemment le surtourisme qui accable Venise, et sa fille qui est une militante écologiste et qui milite aussi pour la sauvegarde du patrimoine vénitien. Donc, confrontation entre père et fille, mais la manière d'Autissier, c'est de commencer d'abord par la catastrophe avant de nous replonger dans le conflit père-fille qui va évidemment en bout de roman aboutir à ce que l'on aura déjà lu et vécu au début du livre, donc ce naufrage de la Sérénissime Venise, le naufrage de Venise d'Isabelle Autissier chez Stock. Qui dit catastrophe écologique dit réfugiés, catastrophe écologique ou guerre évidemment. La réfugiée de Rabi Alameddine. Rabi Alameddine avait gagné le prix Femina en 2016 avec un magnifique roman, Les vies de papier, que j'avais lu, qui était vraiment très très beau. Cette fois-ci, il revient avec un roman sur le thème, oui, des réfugiés. Ça se passe sur l'île de Lesbos, donc en Grèce, avec les réfugiés syriens qui affluent. Et le roman est raconté du point de vue de Mina, une Libanaise qui a immigré aux États-Unis il y a plus d'une trentaine d'années. C'est une femme trans qui est médecin et qui a coupé tous les ponts avec le Liban et sa famille. Et qui va, à l'invitation d'une collègue, se rendre sur l'île de Lesbos pour aider dans la situation tout à fait terrible qui s'y déroule. Et le ton de Alameddine, les critiques soulignent que, évidemment, c'est un roman au sujet très lourd, mais que son style irrévérencieux, sa rage, son humour font que le thème est traité de façon tout à fait inattendue. Par exemple, il se paie joyeusement la tête des gens qui sont les sauveurs, qui vont aider à Lesbos, mais dont les intentions ne sont pas toujours tout à fait nettes. On pense à ces gens qui vont aider les réfugiés, mais qui prennent des selfies avec des gens qui débarquent à peine des bateaux. Bref, c'est très, astringent comme façon de raconter, mais Rabi Alameddine, c'est aussi un peu ce qu'il faisait dans Les Vies de papier et dans L'Ange de l'Histoire, son précédent livre. Donc, le livre a déjà remporté le prix PEN Faulkner de la dernière année pour ce livre, La réfugiée, Rabi Alameddine, aux éditions Les Escales. Chez Albin Michel, un premier roman qui a fait beaucoup parler aux États-Unis. L'autrice a 20 ans. C'est Leila Motley, Arpenter la nuit. Leila Motley, donc, a écrit ce livre encore adolescente. C'est l'histoire de Chiara, qui a 17 ans, et le roman est basé sur une histoire qui s'est réellement... c'est un fait réel. En 2015, le service de police de la ville d'Oakland a été poursuivi. Certains des membres du service de police faisaient partie d'un trafic... faisaient du trafic sexuel à Oakland. Et donc, Chiara, qui a 17 ans, qui n'a plus ni père ni mère, qui les deux ont soit fait de la prison
sa mère pour infanticide, son père pour un assassinat, et se retrouve donc seul, habitant seul. Son frère ne veut pas l'aider, rêve de devenir rappeur. Et donc, Chiara, qui par ailleurs a pris un peu la responsabilité du fils du voisin, qui lui-même est souffre d'addiction au crack. Donc, le jeune garçon de 9 ans est un peu à sa charge et Chiara va se retrouver forcée de se tourner vers ce qui a été finalement ce qui a anéanti sa famille, c'est-à-dire la rue. Elle va donc se retrouver comme travailleuse du sexe et dans cette descente aux enfers, va trouver un point d'appui, une femme, une avocate qui va décider de prendre son cas en charge avec cette histoire avec la police d'Oakland. Et le roman nous décrit donc cette ville en décomposition avec cette jeune fille qui se retrouve donc dans le tourment. Donc, je pense qu'on peut dire que l'expression roman coup de poing convient tout à fait à Arpenter la nuit de Leila Motley aux éditions Albin Michel, une découverte. Une romancière allemande primée à plusieurs reprises ces dernières années avec ce roman Archipel aux éditions Métellier. L'histoire d'une jeune fille de 19 ans qui revient à la maison dans la maison de sa famille aux îles Canaries après ses études en Espagne et qui retrouve une maison paternelle un peu décrépite. C'est une jeune fille qui se cherche, qui n'a pas encore vraiment trouvé sa voie et qui va donc aux îles Canaries retrouver son grand-père qui a 90 ans et qui travaille encore comme portier dans une maison de retraite, une maison de retraite. Et elle va commencer donc à essayer d'en apprendre plus sur l'histoire de sa famille, sur les deux branches de sa famille, la branche paternelle de laquelle lui vient cette maison bourgeoise, même si décrépite, et la branche maternelle, celle de son grand-père, qui, lui, s'est réfugié aux îles Canaries après la fin de la guerre civile en Espagne. Il avait milité pour son idéal républicain et persécuté, torturé, a fini par se fuir et vivre aux îles Canaries. Donc, les conséquences de cet événement-là vont évidemment expliquer plusieurs des événements qui vont se passer comme ça jusqu'à l'époque de la jeune fille, mais on remonte finalement d'un siècle jusqu'en 1919 à l'origine de ces deux branches de la famille. Et c'est aussi évidemment l'histoire des îles Canaries qui est un des centres du passage de tout ce qui s'est passé en Afrique pour le colonialisme. Donc, Inger Maria Malke refait cette histoire du 20e siècle à travers la famille de la jeune Rosa, donc aux îles Canaries, Archipel, aux éditions Métellier, de Inger Maria Malke. Un livre qui fait déjà beaucoup jaser, le nouveau roman de Emma Becker, L'Inconduite, chez Albin Michel. Emma Becker qu'on a bien sûr pour beaucoup découvert avec son avant-dernier livre, La Maison, où elle racontait, Emma Becker fait tout à fait dans l'autofiction, donc elle racontait sa propre expérience, où elle avait volontairement été travailler dans un bordel en Allemagne. Et donc, évidemment, on en avait beaucoup parlé à l'époque. Cette fois-ci, on en parle encore beaucoup. Avec L'Inconduite, elle raconte ce qui lui est arrivé après la naissance de son fils, où elle a dit découvrir la réalité de ce qu'était le rôle de la mère et ses responsabilités écrasantes, mais aussi son envie de fuir dans une recherche du plaisir, dans des aventures extramaritales tout à fait assumées. Et c'est donc à travers cette fuite dans la recherche du plaisir que Emma Becker nous entraîne avec L'Inconduite. Je vous dirais que la réaction critique dans le moment est assez tranchée. Il y a des gens qui trouvent que elle poursuit d'une certaine façon le travail d'une Catherine Millet, par exemple, dans une démarche féministe de la recherche du plaisir féminin. Il y en a d'autres qui disent au contraire qu'elle se complaît dans des scènes érotiques à répétition. Donc, j'ai pas vraiment trouvé de terrain central, je dirais, entre ces deux positions. Donc, le livre fait déjà beaucoup parler et on en parlera sûrement probablement tout au long de l'automne. Emma Becker, L'Inconduite, chez Albin Michel. Une autre dont on a beaucoup parlé au début de l'été, Sylvie Germain, son nouveau roman aussi chez Albin Michel, La puissance des ombres. Sylvie Germain s'était fait connaître
bon, depuis les années 80, mais deux de ses livres avaient été primés Jour de colère avec le prix Féminin en 1989 et plus récemment Magnus qui avait gagné le prix Goncourt, prix Goncourt des lycéens. Et la controverse au début de l'été, au début de l'été, oui, c'était qu'on avait choisi un de ses textes pour l'examen final de français au bac. Elle avait été vraiment attaquée très violemment sur les réseaux sociaux par des étudiants qui avaient trouvé son texte incompréhensible. Ce qui est tout de même un peu bizarre quand on pense que ce sont les mêmes lycéens qui lui avaient accordé le Goncourt il y a quelques années. Donc, elle revient, mais cette fois-ci avec un nouveau roman qui est dans un genre un peu différent de ses précédents. En apparence, ça commence un peu comme un polar. Un couple qui s'est rencontré sur un escalier dans une station de métro décide pour fêter son 20e anniversaire de faire une soirée thématique où tous les invités doivent s'habiller en station de métro. Donc, ça semble léger, festif, mais pendant la soirée, un des invités va tomber du balcon et se tuer. Donc, là où ça devient un peu polar, c'est que quelques semaines plus tard, un des invités de la soirée va lui aussi être précipité ou se précipiter en bas d'un balcon, et il y en aura un troisième, et donc cette lignée en fait, ces morts successives pointent évidemment vers des assassinats à répétition, donc un serial killer. Mais Sylvie Germain n'en fait pas un polar, elle fait comme elle l'a fait dans plusieurs de ses romans précédents, c'est une véritable interrogation sur la nature du mal avec un grand M, et donc assez rapidement l'identité du tueur sera révélée au lecteur, et ça sera plus un genre de questionnement sur effectivement la nature du mal. Donc, La puissance des ombres, Sylvie Germain, aux éditions Albin Michel. Et pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur un tout petit livre de Jim Harrison et Gary Snyder. Harrison, décédé il y a quelques années, grand romancier américain, qui était vraiment un des chantres de la nature, de la vie dans la nature. Et Gary Snyder, qui est un poète, qui était aussi un militant écologiste et une des grandes figures de la Beat Generation avec Allen Ginsberg et Jack Kerouac. Snyder, d'ailleurs, apparaît très clairement comme un des personnages principaux dans le livre de Kerouac, Les Clochards Célestes. Donc, Harrison et Snyder se sont rencontrés et ont entrepris un dialogue autour des thèmes qui les intéressent, c'est-à-dire la nature, le bouddhisme zen et la poésie. Et dans la dernière partie du livre, on a droit à une petite anthologie des poèmes de Gary Snyder en version bilingue. Donc, deux grands personnages de la vie littéraire américaine du 20e siècle. Aristocrate sauvage, c'est aux éditions Wild Project. Voilà pour le début de cette rentrée littéraire. Je vous reviens le mois prochain avec d'autres incontournables. Bonjour, mon nom est Stéphanie, je suis libraire à la librairie Monet et aujourd'hui je vais vous présenter mes incontournables du mois de septembre pour la section littérature québécoise. Donc je commence avec la grosse brique « Les marins ne savent pas nager » de Dominique Scali. C'est une autrice qu'on a connue dans le passé. En 2014, elle avait écrit un livre qui s'appelait The New Babylon, si je ne me trompe pas. Et ça avait connu quand même un grand succès. Donc, je pense que c'est un livre qui était assez attendu. Ça raconte l'histoire donc d'une île fictive, l'île de Lys, sur laquelle se trouvent deux classes sociales bien distinctes. On a donc tout en haut de l'île la cité, avec les gens un petit peu plus de la bourgeoisie, j'ai envie de dire, un peu plus en moyen et tout. Puis tout au bas, vous avez les riverains, donc les mal aimés, les laissés pour compte et tout. Et il y a Danaé, le personnage principal de ce roman-là, qui en fait partie. Et la particularité avec elle, c'est que c'est la seule qui sait nager. Donc, même si il est question de marins et tout, c'est vraiment la seule qui possède ce don-là. Et donc, elle l'utilise à bon escient parce qu'elle décide d'aller secourir les gens qui sont
qui ont péri dans des naufrages et tout parce que les laissés pour compte sont souvent victimes des grandes tempêtes et tout qui viennent un peu fracasser leur partie de l'île. Alors elle s'est donnée comme mission d'essayer d'aller les secourir entre autres, mais aussi d'aller piller des anciens bateaux qui auraient échoué. Donc elle l'utilise vraiment pour plein d'activités, si je peux dire ça comme ça. Il y a un petit côté réaliste magique dans cet univers-là. On est sur une île fictive, donc il y a un petit côté un peu fantastique, mais à peine. On joue un petit peu avec les codes du genre, mais sans non plus tomber complètement dans le fantastique. On va suivre le personnage dans son passé, on va apprendre à mieux la connaître, comprendre pourquoi elle a atterri sur cette île-là et tout. Donc, je l'ai pas lu, mais il a été très bien acclamé jusqu'à maintenant par la critique. Il a été bien reçu. Puis, on a des collègues ici qui l'ont lu, qui l'ont beaucoup aimé. Donc, je pense qu'on en a déjà plus, en fait, en plus, en stock. On les a tous vendus. Donc, je pense que c'est un roman de la rentrée à surveiller, là, assurément. On change d'univers complètement avec Daddy Issues de Elisabeth Lemay chez Boréal. En fait, on suit l'histoire donc d'un couple, un amant et sa maîtresse. Donc, Daddy Issues, là, qui se veut souvent être un terme utilisé pour exprimer par exemple le fait qu'une personne soit attirée vers une autre personne, ben, en fait souvent une femme vers un homme plus âgé, donc de là le terme Daddy Issues. Dans ce cas-ci, c'est justement le cas d'une maîtresse qui s'est entichée d'un homme marié. Par contre, on pourrait penser qu'elle en souffrirait, mais au contraire, dans ce roman-là, on vient explorer le côté passionnel de cette relation-là, puis une entente qui est en accord. En fait, les deux sont vraiment en accord avec la relation. Elle voit l'attente comme quelque chose d'excitant, comme quelque chose de... Elle dit que en fait, il y a plus d'amour dans les yeux d'un homme qui regarde sa maîtresse que dans ceux qui regardent souvent la femme avec laquelle il se trouve. Donc, elle va profiter de cette attente-là pour lire beaucoup. Il y a beaucoup d'intertextualité dans le livre. Elle va parler de ses auteurs et autrices préférés. Donc, c'est un ouvrage d'une grande sensualité, avec des passages intéressants, un petit peu philosophiques par moments. Donc, je pense que c'est un beau livre, puis ça donne une perspective différente sur ce qu'on a toujours en tête quand on pense à une relation entre une maîtresse et son amant. Je vais me diriger dans le sujet des quartiers de Montréal parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui est très primé en ce moment des auteurs-autrices. Juste avec le livre Là où je me terre de Caroline Dawson, on avait un peu ouvert le bal avec les banlieues. Ensuite, il y avait eu le livre de Maryse Andraos aussi, qui avait écrit encore sur les banlieues, et Morel. Donc, on voit vraiment une tendance à parler des quartiers de Montréal, puis aussi de ceux qui ont existé puis qui n'existent plus. Bon, je suis pas encore rendue dans ceux qui n'existent plus, mais dans celui-là, on est dans Parc Extension. Donc, vous faites une image déjà de Parc Extension, un milieu plutôt défavorisé, des gens assez marginaux. Puis, on suit un personnage, c'est une femme, en fait, qui n'a pas de nom. On ne sait pas c'est quoi son nom, mais elle est très particulière. Moi, je l'ai commencé, puis je vous avoue que j'ai été comme prise dans un tourbillon assez... c'est vraiment hypnotique, en fait. L'écriture est... On n'a pas envie de le lâcher, là. Puis on suit donc cette femme-là qui est un peu étrange, qui a un bébé de 2 ans en garde partagée, une semaine sur 2 avec son ex-chum ou peu importe. Et puis, elle se réjouit de ces moments-là dont elle profite quand elle est seule, quand elle n'a pas son bébé, pour faire des trucs un peu bizarres comme écrire des petits mots dans des pots maçons qu'elle laisse dans des abribus. Avec des notes comme qui es-tu? Et puis quelques jours après, elle va revoir les notes, puis là, s'enchaîne une espèce de discussion avec des inconnus. Sinon aussi, elle va dans des autobus, puis elle s'assoit vraiment proche de quelqu'un, et puis elle va timer sa respiration avec celle de son voisin. Alors, c'est vraiment particulier, mais étrangement, ça fonctionne. Ça pique la curiosité.
Puis c'est vraiment bien écrit, donc c'est pas du n'importe quoi, c'est vraiment bien écrit. Alors je suis vraiment enthousiaste par ce livre-là qui est sorti, je crois, fin juillet, début août, si je me trompe pas. Mais je le conseille, puis j'ai hâte de le continuer, ça c'est certain. Je vous parlais des quartiers qui existent plus de nos jours. Donc on parle ici du Faubourg Ramlas. Qui était aussi donc un quartier avec nombre de gens qui ont grandi dans un milieu défavorisé, donc beaucoup d'itinérance, de prostituées. Et on suit l'histoire de Francis Ouellet, donc l'auteur de ce roman-là. C'est un peu une autofiction qui a grandi en face du Faubourg Ramlas et qui avait une mère alcoolique. Donc, vous voyez le portrait, une famille, un passé donc difficile, un cadre familial difficile, mais qui se sentait quand même vraiment, qui a tissé de beaux liens avec justement les personnages colorés de son quartier. Et il nous en parle beaucoup dans ce roman-là. Donc, c'est vraiment un roman qui est très cru, d'une grande franchise, mais avec des très beaux moments. Lorsqu'on parle de quelqu'un lorsqu'on parle de quelqu'un qui a vécu un viol, qui dit ben moi je ne suis pas une survivante de viol, je continue de vivre ce viol-là à tous les jours. Donc il y a il y a vraiment des phrases clés très intéressantes. Puis c'est un livre qui a été vraiment bien reçu dès sa sortie. Là, je pense qu'il est tombé en réimpression peu de temps après. Donc c'est ça, je pense que l'idée d'aller faire ressortir des anciens quartiers de Montréal, c'est vraiment en ce moment quelque chose qui est apprécié des lecteurs, lectrices. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Ensuite, le deuxième roman de Valérie Roch-Lefebvre, en fait un peu la suite du précédent qui s'appelait Banni son royaume. Tout ce que j'ai fait pour ne pas quitter ma chambre aux éditions La Mèche. Elle va un peu poursuivre ce qu'elle avait abordé dans son premier roman, c'est-à-dire la santé mentale. Elle a grandi donc avec une famille qui était aux prises avec des problèmes de santé mentale et elle avait vraiment peur d'hériter de ce bagage génétique-là. Et en effet, elle souffre de bipolarité et elle va mieux parler de la maladie. Elle va nous aider à mieux comprendre la maladie dans ce roman-là, très court roman, dans lequel elle dit que sa chambre pour elle est un lieu vraiment de réconfort où elle se sent en sécurité, mais aussi c'est aussi un lieu où elle se replie sur elle-même. Donc ça peut être à la fois un lieu donc un peu de déprime, de repli sur soi, et autant ça a été un lieu de réconfort parce que, par exemple, elle a trouvé du réconfort dans les forums sur Internet, donc là où elle se cachait derrière un pseudonyme anonyme, un nom, un pseudonyme, c'est-à-dire, et donc elle trouvait du réconfort à cet endroit-là. Elle nous parle aussi de ses crises de manie, de dépression, donc ça nous aide vraiment à mieux comprendre la maladie, puis c'est assez touchant. Ce sont des courts chapitres, là, un peu comme La Mèche a l'habitude de faire. Donc, je pense que ça va vraiment venir chercher une clientèle de tout âge, mais surtout quand on sait que la santé mentale, c'est un sujet sérieux que je pense qu'on doit aborder de plus en plus. Donc, je le conseille là, certainement. Je continue un peu dans la même lignée, mais abordée de manière différente avec le roman Imparfaite de Sophie Montminy chez Québec Amérique. En fait, cette autrice-là, elle a travaillé longtemps pour le magazine Clin d'œil. Puis, dans le roman, elle vient un peu... elle met en scène un personnage, donc Anna, qui travaille pour le magazine Gisèle. Puis, elle voulait un peu nous montrer les côtés sombres de l'envers du décor, de tout ce qui est magazine, travailler pour justement un grand magazine et tout, à quel point des fois ça peut paraître glamour puis jet set, mais que au fond, oui, on va à des événements, oui, on rencontre des mannequins et tout, mais c'est souvent aussi des délais, des deadlines, c'est beaucoup de stress, beaucoup de gens qui font des dépressions, des burn-out. Donc, elle en parle dans ce roman-là, mais de manière assez légère, avec une belle panoplie de personnages colorés.
des influenceurs. Elle va beaucoup parler aussi de la recherche de la validation par le biais des réseaux sociaux, donc tout cet univers-là des influenceurs, des créateurs de contenu. Donc, je pense que ça peut vraiment toucher une clientèle jeune adulte et me toucher moi aussi. J'avoue que je suis pas une jeune adulte, mais c'est le genre de roman que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, je ne pouvais pas le passer sous silence. On se dirige ailleurs avec Obsolète d'Alexandra Gilbert chez Stanké. En fait, c'est un roman en fait qui aborde le fait d'essayer de mettre de l'avant ce qu'on oublie la plupart du temps. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a perdu son père et elle se rend compte en fait qu'il avait énormément d'antiquités, puis elle en hérite en fait de toutes ces antiquités-là, puis elle se demande quoi en faire. Donc, ça questionne vraiment tout le bagage souvent laissé derrière que des fois il y a la critique comme quoi les jeunes s'intéressent plus à ce qui se faisait avant ou disons l'histoire dans les objets, l'histoire dans notre patrimoine finalement et puis donc c'est un peu un hommage à ce qui a été et ce qui devrait encore être pris en compte finalement. Donc je l'ai pas lu mais ça me semble vraiment intéressant puis je voulais le mentionner. Je crois que je crois que c'est un deuxième roman seulement. Donc voilà, je voulais vous le mentionner. Je poursuis avec un essai sous la direction de Jérémy McEwen, l'artiste et son œuvre, qui met en scène donc plusieurs auteurs-autrices qu'on connaît et aussi des artistes comme Safia Nolin. Et voilà. Et en fait, je trouvais ça intéressant parce que souvent, j'entends souvent des gens qui me disent est-ce que c'est son histoire? Est-ce que elle raconte son histoire à elle ou à lui? Les gens s'intéressent beaucoup à la personne derrière le roman ou l'œuvre. Et on cherche à faire un lien avec ce qu'il a créé. Donc, on se pose cette question-là dans cet essai-là, à savoir à quel point l'œuvre représente l'artiste, à quel point l'artiste s'investit dans son œuvre, puis finalement à quel point on le reconnaît dans son œuvre, puis que ce lien-là est voulu. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'à l'ère où il y a tellement d'autofiction, c'est intéressant de voir si oui ou non tout le monde a envie d'être lié directement ou indirectement à l'œuvre qu'il crée. Donc, par exemple, justement, je reprends l'exemple de Safia Nolin. On s'intéresse énormément à la personne de Safia Nolin, mais on parle de sa musique, mais souvent, ce qui est médiatisé, c'est son image, elle est tellement critiquée, on met tellement l'accent sur ce qu'elle est, sur qui, que je me dis, est-ce qu'on s'intéresse finalement à son art ou à elle? Donc, c'est vraiment intéressant puis de l'entendre, plutôt de la lire. Il y a aussi justement la question de la différence entre le récit et l'autofiction. C'est où est la limite entre le réel et puis la fiction. Donc, c'est un essai vraiment qui me semble intéressant. Donc, voilà, je voulais vous le présenter. Ensuite, juste deux petits recueils de poésie aux éditions de la Maison en Feu, une maison que je vous ai déjà présentée dans le passé, que j'aime beaucoup, qui est assez jeune, qui a été fondée en 2018. Je vais en parler brièvement. D'abord, le hockey en pulpe de Héloïse Leblanc. Dans ce recueil-là, on suit donc une femme qui vit en colocation et qui veut se faire le plus petite possible. Donc, il me semble y avoir une situation de conflit entre elle et son colocataire. On n'en sait pas plus. Mais la manière qu'elle décrit la façon qu'elle a de se faire petite, c'est vraiment intéressant. Tu sais, par exemple, elle va beaucoup utiliser le leitmotiv des agrumes. Elle va souvent peler une orange ou une clémentine pendant qu'elle vaque à ses activités, puis ça revient constamment, un peu comme si on sentait qu'elle était dans un climat d'acidité avec la personne avec laquelle elle vit. Donc, c'est assez intéressant, je trouve, comme image. C'est mon genre de petit recueil de poésie assez accessible, mais il y a quand même un beau travail là, de l'image poétique qui est développé ici. Je vous le conseille. Puis, en parallèle à ça, il y a celui d'Anthony Lacroix, La scoliose des pommiers.
il aborde un peu, il s'est inspiré un peu du fait qu'en 2020, il a été hospitalisé souvent pour plein de raisons. Donc, on retrouve l'univers médical très souvent dans le recueil. J'en parle vraiment brièvement parce que je l'ai seulement survolé, mais je trouve vraiment que c'est une belle maison à découvrir, à mettre de l'avant. Donc, je voulais vraiment vous les préciser. Et je vais terminer avec quelque chose de particulier. C'est pas un livre, c'est un coffret. En fait, ils appellent ça un atelier mobile de lecture et d'écriture. Ils l'ont nommé Vivace et c'est de Louise Warren. Et puis, en fait, il s'agit de... Moi, au début, je pensais que c'était un oracle, mais en fait, c'est des cartes qu'on pige. Par exemple, vous allez avoir un petit texte littéraire, puis après, il va y avoir une activité à faire, soit seul ou en groupe. Donc, c'est un peu, finalement, un outil pédagogique de création littéraire. Donc, je trouvais ça super intéressant. Par exemple, c'est ça, vous allez piger une carte, puis après ça, en groupe, il faudra faire un exercice lié à la carte. Là. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant comme objet. Puis, je trouve que les maisons d'édition osent de plus en plus avec toutes les formes hybrides là, liées de loin ou de près avec la littérature. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, je voulais vous le présenter. Alors voilà, c'est ce qui conclut ma capsule pour les incontournables du mois de septembre en littérature québécoise. On se dit au mois prochain. Bonjour, mon nom est Maxime Biano, je suis libraire responsable de la section adulte et aujourd'hui je vous présente nos incontournables pour la section polar, roman policier, pour la salle de montre de septembre. Petite capsule aujourd'hui, puisqu'on est en pleine rentrée littéraire, les éditeurs absolument retardent un peu les sorties de tout ce qui est littérature policière, polar, suspense, tout ça. Ça devrait venir un peu plus tard, j'imagine que octobre et novembre vont être un petit peu plus intenses. Et il y a eu quand même beaucoup de sorties à la fin du printemps, donc on est dans un petit creux de sorties, quelques titres quand même qui sont intéressants à mentionner. Je commence avec La preuve des contraires de Caitlin Warrer aux éditions Sonatine. Le genre de suspense domestique, j'en parle souvent, mais là vous l'avez, votre suspense domestique du mois. La banlieue américaine, des fois, a des surprises, des fois a ses travers, ses secrets qui ne sont pas toujours dévoilés. Donc, on est vraiment dans l'enquête de la personne disparue, morte, les preuves qui s'effacent, les preuves qui reviennent, tout ça. On a vraiment un suspense, je dirais, classique, qui n'est pas quelque chose qui est inintéressant quand même pour les lecteurs là, qui aiment beaucoup là, la lecture, là, le genre de suspense thriller, sans qu'il y ait trop d'intensité. Toujours des clients aussi qui me demandent, là, je veux pas trop ça intense, j'aime quelque chose qui se lit bien, mais je veux pas aller trop dans les recoins psychologiques. Mais là, on a quelque chose ici qui peut être vraiment intéressant. Quelque chose là, qui joue beaucoup sur la notion de vérité et de mensonge, qui amène là, le lecteur, la lectrice jusqu'à la fin dans certaines présomptions, certaines illusions. Bien rendu quand même, c'est quelque chose d'intéressant, vraiment pour amateurs de polar domestique, on est dans ça. Chris Brookmyre nous offre Coupé aux éditions Métaillé. Là, c'est particulier. Là, on est un peu plus dans l'intense, là, et vous allez voir, c'est du genre de roman noir, du road roman noir. Vraiment, on est dans ça. C'est une femme qui sort de prison après avoir commis un meurtre et qui se retrouve avec un colocataire plutôt jeune, ce qui vient à unir un peu ces deux personnes-là qui, à la base, sont assez distinctes et distantes, c'est tout simplement parce qu'elle a beaucoup travaillé, elle, dans le domaine du cinéma. Elle était maquilleuse d'effets spéciaux dans des films d'horreur, ce qui exactement fascine et passionne son jeune coloc qui, lui, est fasciné par, entre autres, un film qui n'est jamais paru et le film sur lequel notre personnage principal du début a travaillé. Donc, il y a des photos qui vont apparaître, des doutes. Bon, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va pousser ces deux personnages-là à partir ensemble. On va partir sur la route, on va rencontrer un paquet de personnages, on est en Europe alors à ce moment-là, vraiment pour savoir comment ça se fait que les photos, sur certaines photos, il y a des trucs qui sont quand même révélateurs et compromettants. Donc on va partir pour aller essayer de chercher un peu la réponse de tout ça. C'est vraiment là dans le monde du cinéma, les gens qui aiment quelque chose d'assez intense,
C'est assez graphique également. Là. Bon, il y a un bon rythme, si vous voulez, le genre de roman psychologique, tout ça. Vous êtes un peu plus loin, mais un bon polar avec du rythme, je vous le dis, un genre de road roman noir, littéralement. Chris Brookmyre, coupé aux éditions Métaillé. Un roman suspense, littéralement on est dans le suspense, qui lui joue un peu sur la notion d'apocalypse, tout ça. Un genre de suspense catastrophe, c'est littéralement ça. The Last, c'est de Anna Jameson chez Black Lab. On est dans un genre de thriller qui réunit plusieurs personnes. Enfin, on est à une période où plusieurs villes, entre autres Washington, ont été complètement détruites par une bombe nucléaire et plusieurs personnes finissent par se retrouver dans un hôtel. 20 personnes, en fait, 20 survivants. Et cet hôtel-là a déjà une certaine forme d'historique au niveau de disparition, suicide et tout ça. Et puis les 20 personnages sont là, se retrouvent là, des survivants. Et ça ira pas super bien justement parce qu'il va y avoir disparition et assez nombreuses surprises. On est vraiment sur la ligne, là, on joue beaucoup sur la ligne là, entre le roman d'horreur, le roman de terreur et l'enquête interne, parce que là on est dans le huis clos, on se retrouve uniquement dans l'hôtel, tout se passe là. Donc vraiment entre les deux. Pour quand même lecteurs et lectrices avertis, quand même, parce que bon, il y a une bonne intensité. Et bien sûr, ben, il y a tout ce côté-là, là, je dirais, là, apocalyptique, post-apocalyptique, qui peut intéresser certains lecteurs, mais qui s'éloigne beaucoup de ce qu'est le roman policier, je dirais, de base, classique. On est vraiment dans le suspense. Quelque chose qui peut intéresser quand même certains types de lecteurs qui sont pas du genre enquête traditionnelle. Voilà. Donc, The Last, Anna Jameson, chez Black Lab. On a Sous l'eau de Catherine Steadman chez Aux Escales, collection noire des Escales, Sous l'eau. Un couple qui part en voyage pour célébrer leur anniversaire de rencontre. Ils vont faire de la plongée. Dans la plongée, ils vont trouver des choses sous l'eau. Semble-t-il que c'est pas les seuls à chercher ce qui a été trouvé sous l'eau. Et ben il y a des gens qui les poursuivent, tout ça, et ça va déraper. Ça va déraper, et puis finalement, ben le couple qui semble uni, ben peut-être il y avait des secrets qui viennent brouiller la piste dans tout ça. Le genre de suspense thriller vraiment, avec la victime qui s'identifie dès le début du roman. Donc, il y a des lecteurs, des lectrices qui vont beaucoup aimer ça. C'est correct, c'est relativement soft comme lecture, comme écriture. Là. Il n'y a pas rien là, d'intense. On n'est pas dans le gros roman noir, lourd. Non, au contraire. On a quelque chose qui se suit bien, tout ça. Traduction correcte, tout ça. Pour les amateurs de suspense qui ne veulent pas avoir quelque chose de trop étouffant, je dirais. Sous l'eau de Catherine Steadman aux Escales. Quelque chose d'intéressant qui est sorti, Les Heures Bleues qui publie ça, c'est, je vous dirais, là, sincèrement, le seul livre québécois présentement en polar là, qui va sortir pour l'instant. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochains mois, ça va sans doute beaucoup bouger. 27 commissaires, détectives et autres fins limiers de la littérature policière, c'est de Monique Lapointe aux Heures Bleues. C'est assez intéressant. Dans la collection 27, ils ont fait ça sur la musique, sur d'autres univers. Et là, ben, je vous le montre un peu pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, à toutes les 2 pages, il y a un individu, un personnage issu de la littérature policière et on décrypte un peu, on décrit un peu ses lieux, là où il travaille, ses lieux d'enquête, son modus operandi, tout ça. C'est une galerie de portraits, je dirais, de personnages issus de la littérature policière. C'est pas inintéressant. Ça peut être un outil je dirais vraiment un outil d'exploration pour consulter, un outil de consultation pour les amateurs de polar qui risquent de ne pas y trouver grand chose
nouvelle, parce que bon, ils vont être déjà au courant de plein de choses, mais peut-être pour certains qui veulent s'aventurer dans certains types de lectures policières, tout ça, qui sont un petit peu incertains, ben ça peut peut-être, je dirais, un peu aiguiller leur choix et leurs décisions. 27 commissaires, détectives et autres fins de ligne de la littérature policière de Véronique Lapointe aux heures bleues. Quand tout s'écroule, je le mentionne parce que ici on a vraiment le genre de petit suspense un peu plus sociologique, je vous dirais, la saveur un peu plus là, anthropologique, tout ça. Alors de China Kamal, suspense, je vous lis un petit bout pour vous donner un peu l'idée. Concentré sur les mystères de la vie de Sam et les indices qui lui fournissent sur sa propre identité, Nora saura-t-elle percevoir le danger qui la guette avant qu'il ne soit trop tard, car la menace ne vient pas du passé de son père, mais de son présent à elle, le père qui se suicide, la disparition du père. Je le mentionne, surtout ce livre-là, parce que je m'aperçois que du côté de la littérature régulière, du côté de la littérature québécoise et du côté du suspense, il y a un genre de filon narratif qui est très présent cet automne, c'est la disparition du père, ou, dans le sens large, le deuil, la perte du père, la mort du père et le deuil qui vient avec ça. Donc, ça semble, bon, les auteurs ne se sont pas concertés, là, n'en ont pas parlé, ça arrive des fois comme ça. Il y a des sujets qui reviennent d'une façon un peu uniforme. C'est un sujet. Ben, ça semble avoir atteint également la littérature policière. Donc, on retrouve dans ça, justement, la perte du père et inévitablement, bien sûr, à ce moment-là, tout le retour dans la mémoire, l'aspect psychologique. Mais il y a quelque chose d'intéressant également, tout un aspect qui revient au niveau de la société, tout ça, présence du père dans la société. Donc, quelque chose d'intéressant qui peut aller beaucoup plus là, dans le, je dirais, là, vraiment le polar psychologique, dans le travail de la mémoire, dans la description des personnages, identité, tout ça. On n'est pas, bien sûr, dans le grand roman graphique là, qui va bien décrire, visualiser tout ça. Il faut travailler un petit peu les détours, les travers de l'esprit. Quand tout s'écroule, de China Kamal chez JC Lattès, je pense qu'il y a une approche différente de ce côté-là. Alors, on veut tomber, on veut tomber dans le lourd, ben il est là. Le lourd là, de ce mois-ci, là, le polar noir, le difficile, le profond, pesant, ben c'est Dario Correnti qui nous l'offre, Le destin de l'ours chez Albin Michel. Il y a un corps qui est retrouvé, qui semble être déchiqueté par un ours, encore une fois, ben c'est un peu embêtant. Puis on s'aperçoit que c'est peut-être pas tout à fait ça, puis que c'est peut-être la façon de faire d'un tueur en série. Et il y aura bien sûr la traque de ce tueur en série que l'on croit être un ours à la base. Donc, vraiment très graphique, très visuel. L'idée de base me fait penser un peu à Kanak. Bon, Kanak de Malo, Momalo, qui était justement au Groenland et cette idée qu'un ours attaquait des travailleurs sur une plateforme pétrolière. C'était pas tout à fait un ours, tout ça. Ben, on a un peu la même base ici. C'est juste que du côté de Momalo, on était beaucoup plus dans l'enquête, pas tout à fait traditionnel, mais assez, je dirais, sociologique, parce que le Groenland était mis de l'avant. Ici, on est vraiment plus dans le visuel, on est vraiment plus dans l'intensité, on est vraiment plus dans la peur, même à la limite, je dirais avec ça. Bon, pour les amateurs d'émotions fortes, vraiment, on a là, ici, le choix du mois, le Dario Correnti, Le destin de l'ours, un roman chez Albin Michel. Et puis, ben, mon dernier choix, parce que comme je vous le dis, il n'y avait pas beaucoup de choses ce mois-ci. J'ai l'impression que mes prochaines capsules pour les prochains mois vont être beaucoup plus longues. L'éclatante revanche de Suzanne Boyer, ou de Susan Boyer, de Sophie Endelis aux Presses de la Cité. Un genre d'enquête sur soi-même, en fait. C'est l'histoire d'un personnage qu'on apprend, en fait, qui est décédé, qui est porté disparu depuis longtemps, mais elle est toujours là. Alors, crise d'identité, problème d'identité, elle va devoir prouver qu'elle existe bien, tout ça. Et là, ça devient intéressant parce qu'au-delà de la psychologie du personnage, ben là, ça nous permet de reconstruire plein de morceaux de puzzle qui sont difficilement identifiable immédiatement parce qu'on a un personnage qui ne devrait pas être là et qui vit et qui est présent
dans le roman. Donc, vous voyez un peu là, toute cette notion-là sociale là, qui vient, alors comment un personnage peut revenir, comment un personnage peut être disparu, comment on peut le considérer absent. Vous voyez, elle dit bien, ce retour se heurte à une difficulté. J'ai été judiciairement déclarée morte le 25 avril 2009, conformément aux dispositions du Code civil belge. Comment rétablir mon identité? Quelles en seraient les conséquences? Et ça vaut la peine de reprendre son identité quand on a été quelqu'un d'autre pendant un certain temps ou qu'on a vécu différemment. Donc, un paquet de questions sociales, même à la limite judiciaire, qui entrent bien dans cette notion-là du suspense, de l'enquête, mais pas de l'enquête du type policière, avec un policier, avec un enquêteur, mais vraiment de l'enquête d'identité, de reconnaissance d'identité. Bon, c'est intéressant. Puis, elle nous avait offert précédemment un roman qui s'appelle Le grand art des petites escroqueries, pardon. Et ce roman-là était vraiment bien tourné, c'était bien amené, c'était assez agréable à lire. Donc, j'imagine que de ce côté-là, on aura quelque chose de bien agréable également. L'éclatante revanche de Suzanne Boyer, de Sophie Endelis, la presse, les presses de la cité. C'est tout pour ce mois de septembre. Petite récolte, mais pour, j'imagine, octobre-novembre, on aura plein d'autres choses. Pour l'instant, je vous laisse avec ça. Bonne lecture à vous. Mon nom est Max Viano, libraire responsable de la section adulte à la librairie Monet. C'était Les Incontournables pour la section roman policier. On se revoit le mois prochain. Merci, au revoir.